bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien et que vous voyez bien aussi l'écran. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans la conversation pour nous dire où vous en êtes, ce qui se passe, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous devez voir un QR code avec un code tout simplement aussi. Donc, on vous propose d'aller directement sur ce petit quiz sur Klaxoon. Je vois en tout cas qu'il y a des personnes qui répondent sur Klaxoon pour l'instant. Je suis champion. C'est vrai. Une de juste. Ah non, T'as la combien? La troisième. C'est ça. Le reste, c'est au pif. Donc, comme je suis pas très chanceux dans ce genre d'exercice. En plus, particule fine, c'est l'objet d'aujourd'hui. Là, il y a des études qui sont sorties sur la pollution atmosphérique et la santé. Oui. On n'a pas forcément mis les derniers chiffres, mais c'est bon. En participant au Klaxoon. Et en gros, 90% de réponses réalisées sur la première question, globalement. Ah, parfait. Et il y en a qui ont déjà fini. Il y en a qui sont rapides. Combien de pourcents? Je vais pas dire. Je sais pas, 40 ou 30, 46. C'est mieux, j'ai 33. Ça peut te... Déjà, j'avais pas compris qu'il fallait répondre plusieurs trucs. C'est bon, les gens ont répondu. On est quatrième et cinquième question globalement pour tout le monde et il y a 2 personnes qui viennent de rejoindre au tout début, mais globalement ça avance bien. N'hésitez pas à commenter si vous êtes au-dessus de 46%. Vous pouvez frimer. On est quasiment, tout le monde a fini la 1, la 2, la 3, il reste que la 4 et la 5. Super. C'est chouette que vous jouiez le jeu de ce petit quiz. On vous permet de démarrer de manière un peu différente que d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va lier démarche d'éco-conception et un concept, les limites planétaires, et ce qu'on a appelé une incitation à aller vers l'éco-conception, la fameuse CSRD, Corporate Sustainability Report Directive, donc une directive européenne. Et pour cela, j'ai donc mes 2 collègues avec moi. Donc, on commence par Mélissa, qui nous parlera des limites planétaires. Oui. Je laisse te présenter. Bonjour à tous. Du coup, oui, je parlerai des limites planétaires. C'est un peu le sujet sur lequel je travaille depuis que je suis arrivée au pôle en stage et ensuite en tant que chargée d'études en éco-conception. Voilà, donc c'est pour vous présenter un peu les recherches qu'on a faites sur les limites planétaires et comment on peut essayer de lier ça à l'éco-conception. Merci Mélissa. Et puis on va avoir aussi Florian à côté de moi qui va me parler plutôt de la CSRD cette fois-ci. Mais tu t'occupes de plein d'autres choses aussi au pôle. Oui, c'est ça. Donc moi, c'est Florian Ribeiro. Je suis chef de projet éco-conception depuis maintenant 6 ans au pôle. Et puis, j'ai d'abord accompagné les entreprises à la mise en œuvre de la démarche d'éco-conception et puis fait des accompagnements à la prise en compte de l'éco-conception au niveau des entreprises globales. Et aujourd'hui, ce sujet m'a intéressé de travailler à une note de synthèse sur comment la CSRD va faire évoluer un petit peu les entreprises et le lien avec l'éco-conception, et donc j'en reparlerai plus précisément. Et pour moi-même, donc Nadège Vanlière, je travaille pour l'éco-conception depuis un certain temps. Et donc, je suis chef de projet plutôt sur les aspects de management environnemental, structuration, organisation de l'éco-conception dans l'entreprise. Et j'ai développé les méthodes et outils pour travailler sur l'éco-conception de services, qui est un sujet un petit peu particulier. Et puis, en tant que biologiste, ingénieur en écologie, forcément, le thème de la biodiversité me tient à cœur. Et c'est un thème que nous retrouvons à la fois dans les limites planétaires et dans la CSRD. Donc, c'est des sujets bien intéressants. Je vais clôturer le questionnaire. Parfait. On a les résultats. On a les résultats. 37% de bonnes réponses. Peut-être que nos questions étaient un peu difficiles quand même. Mais c'est pas grave, on est là pour apprendre, donc après tout, pourquoi pas.
Justement, je vais vous donner quelques petites réponses. Alors, la première, il y avait combien de... Il y avait 54% 54%. globalement, et les réponses, beaucoup sur plus 1,5. Et puis, quand même, une majorité de personnes qui ont mis plus 1,2. Donc, comme vous le voyez, effectivement, la première question donc, concernait le changement climatique et l'augmentation des températures. Le sujet du changement climatique est vaste, mais bon, il faut bien choisir quelque chose. Donc, selon l'Organisation mondiale de la météorologie, en fait, par rapport à donc l'ère pré-industrielle, qui est avant 1900, entre 1850 et 1900 à peu près, la température de la décennie 2014-2023 a augmenté de presque 1,2 degré. On est dans une anomalie positive, on dit de 1,2 degré, et la température de 2023 frôle les 1,5 degrés, alors qu'on s'est dit aux accords de Paris qu'il faut absolument, d'ailleurs j'aurais dû mettre un S, c'est les accords de Paris, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, mais en particulier de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Donc, faut se bouger en fait, hein, faut y aller, faut faire quelque chose. Pourquoi 1,5 degré? Parce qu'en fait, comme vous le voyez ici, on est dans une période de stabilité climatique depuis quelques milliers d'années qui nous favorise, qui a favorisé notre société. Et si on veut rester dans cette société, eh ben, faut se bouger. Voilà. Alors, un autre sujet, c'était la biodiversité. C'était plutôt sur la biodiversité. Le chiffre peut paraître élevé, mais effectivement, on a bien perdu 70% des invertébrés en 50 ans dans le monde. Et j'ai mis les 2-3 chiffres autrement. Moins 75% des insectes en Europe en 27 ans et moins 30% d'oiseaux en 30 ans en France. Et donc, vous voyez sur le graphique, en fait, cette augmentation trop rapide de la disparition d'espèces. Normalement, les espèces évoluent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent, mais là, ça va trop vite. Et il semblerait qu'on aille vers une 6e extinction à ce rythme-là. 6e veut dire qu'il y en a eu 5 avant, alors c'est pas si grave que ça. La 5e, elle a juste fait disparaître les dinosaures et permis aux mammifères de se développer et à l'homme de sortir de tout ça. Qu'est-ce que donnera la 6e? Est-ce qu'on en fera partie après? C'est la grande question. Un petit mot sur les 5 grandes pressions sur la biodiversité d'origine humaine, la destruction et la fragmentation des habitats en premier, la surexploitation des ressources, évidemment le changement climatique aussi, les pollutions diverses et variées et l'envahissement par les espèces exotiques qui s'installent là où elles ne devraient pas être. Ensuite, on a fait une question sur les pollutions, et en particulier, là, c'était sur la pollution de l'air par rapport aux particules fines. Et en fait, exactement, le chiffre est que 97% de la population urbaine est exposée à une concentration de particules fines supérieure aux recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. 97%, ça veut dire quasiment tout le monde, en fait. C'est quand même assez énorme. On a aussi des pollutions des sols qui ont des sources très variées. J'ai noté les pesticides, les activités minières, les rejets industriels. Le trafic routier qui représente quand même 90% de la pollution diffuse au plomb. Et dans le monde, on a quand même 3 fois plus de morts dues aux pollutions qu'aux maladies qu'on connaît très bien, comme le sida, le paludisme et la tuberculose. Donc là aussi, quand même, ça pose question, il faut s'en préoccuper. La question suivante était plutôt sur l'eau et plutôt sur la sécheresse. Et la réponse était, il y avait 3 réponses bonnes. Donc les pénuries sur les puces électroniques, les 10 milliards d'euros en coût pour les assureurs des incendies en Californie en 2018 et l'augmentation du prix du sucre. La disparition de la mer d'Aral n'est pas due à la sécheresse, mais au détournement des 2 fleuves Amour et je ne sais plus comment, pour la culture de coton entre la Russie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et tant qu'on ne redonnera pas le cours au fleuve d'aller vers la mer, de toute façon, elle ne se réparera pas. L'eau, il y en a en ce moment, soit trop, soit pas assez, en fait. Le trop, on l'a eu un peu quand même en France cette année. On peut repérer aussi qu'il peut y avoir des pollutions avec 80% des industriels et des communes qui rejettent leurs eaux usées sans traitement, d'après l'UNESCO. Donc voilà, le tableau n'est pas tellement meilleur non plus avec l'eau.
Et le dernier point qu'on avait travaillé, enfin, la dernière question que je vous avais posée, c'était sur le changement d'occupation des sols et plus particulièrement l'artificialisation en France, où en fait, oui, vous n'avez pas osé aller jusqu'à 70% pour beaucoup. En fait, on a bien 70% d'augmentation de terres artificialisées. Et en fait, c'est l'équivalent d'un département qui passe sous le béton tous les 10 ans en France, d'où la fameuse loi ZAN, zéro artificialisation nette. Et l'artificialisation des sols, nous, on parle artificialisation par rapport au béton, mais on a aussi tout ce qui est changement d'occupation des sols, destruction des forêts, en particulier pour l'agriculture, pour les mines, etc. Donc, dans ce tableau un peu sombre, un peu beaucoup, on peut se dire, bon, soit on mettait la tête dans le sable et on attend que ça passe, soit on fait comme on fait au pôle, c'est-à-dire qu'on agit. Nous, on a envie d'agir, on est là pour ça. Et en fait, tous ces sujets qui sont abordés ici sont abordés à la fois dans les limites planétaires et dans la CSRD. Et en fait, c'est des sujets, des enjeux environnementaux qui sont aussi traités par l'éco-conception, puisqu'on les retrouve dans les indicateurs environnementaux, dans les analyses de cycle de vie et dans les différents critères environnementaux qu'on vérifie. Donc, on va parler tout de suite des limites planétaires. Alors, et Mélissa va nous expliquer ce que c'est. Alors oui, un petit rappel sur ce que sont les limites planétaires. Alors en fait, c'est un concept qui a été créé par les chercheurs du Stockholm Resilience Center, où en fait, ils ont réuni plein de scientifiques de plusieurs spécialités différentes pour définir qu'est-ce qui faisait que la Terre elle était habitable, qu'est-ce qui faisait qu'on avait des conditions qui étaient propices à la vie humaine et qui nous ont permis de nous développer, etc. Donc, de ces recherches sont sorties 9 limites planétaires, alors 9 ou 8 limites planétaires en fonction des dernières mises à jour qu'on a pu voir publiées en 2023. Et ces 9 limites planétaires, en fait, ça définit les processus qui font en sorte que la Terre soit stable et soit propice à la vie humaine. Et en fait, pour mieux vous définir ce que sont ces processus, on peut comparer la planète Terre à un ressort, dans le sens où la Terre, si on va un petit peu la perturber à cause de nos activités humaines, si on la perturbe d'une petite force, comme on pourrait perturber le ressort en l'étirant d'une force, on va dire, modérée, le ressort pourra revenir à sa position initiale, de la même façon que la Terre pourra revenir à un état où elle serait pas trop dégradée, où elle pourrait un peu se réparer toute seule. Donc ça, c'est un niveau de pression qu'on va dire acceptable. Et si on va dépasser ce niveau de pression et qu'on va du coup tirer trop fort sur le ressort, on va, comme un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où on va, avec toutes nos activités, toutes les pollutions, les émissions, le changement des terres, on va faire de la déforestation, etc., on va aller au-delà de la limite de notre planète. Et du coup, c'est là où on va dépasser en fait le point où le ressort ne pourra pas revenir à sa position initiale. Le ressort est complètement étiré et c'est ce qui se passe aussi donc, avec la Terre, le risque de dépasser les limites planétaires. Donc on a un changement d'état à ce moment. Voilà, un changement d'état où on passe d'un état propice à un état plus défavorable pour les êtres humains. Et on commence déjà à avoir des conséquences aujourd'hui avec beaucoup plus de catastrophes naturelles, beaucoup plus de canicules, beaucoup plus d'inondations, etc. Des événements qu'on voyait plus rarement auparavant. Et aujourd'hui, avec toutes ces perturbations, on voit que c'est plus fréquent. Donc c'est pour ça qu'on a ce point de bascule voilà, irréversible. Un changement irréversible, c'est quand on va au-delà quand on étire trop le ressort et qu'on a appliqué trop de pression à la planète Terre. Et donc pour passer du ressort à ce qu'on voit plus communément quand on traite du sujet des limites planétaires, c'est qu'en fait on a 3 zones associées à chaque processus de régulation du système Terre, où en fait, si vous voulez, l'espace de sécurité, l'espace de fonctionnement sûr, c'est la partie où la Terre va pouvoir se réparer elle-même, où on ne va pas appliquer de pression trop forte au système. Et quand on est dans le rouge, c'est là où on a trop étiré le ressort, les lignes planétaires sont dépassées pour sûr, et on atteint un niveau défavorable. Et ce qu'on appelle en fait la frontière planétaire, donc la zone où on différencie la zone de sécurité à la zone de risque, c'est qu'en fait, c'est un principe de précaution qui a été appliqué par les scientifiques, dans le sens où la limite planétaire, on ne peut pas la définir avec certitude. C'est forcément dans un intervalle. Et donc, pour s'assurer de ne pas dépasser la limite, les scientifiques sont accordés sur le principe de frontière, où si on ne dépasse pas la frontière, on ne dépasse pas la limite.
Et donc, du coup, c'est plus sécurisant dans le sens où plus on s'éloigne de la limite, mieux c'est. Sachant que même si on se rapproche de la limite sans l'avoir dépassée, on a quand même des effets négatifs sur la stabilité de la Terre. Donc, on a tout intérêt à respecter cette frontière. Donc, voilà ce que les scientifiques ont pu nous définir. Donc, j'ai pris de l'avance en fait sur ma slide d'après. Donc, voilà, la limite, elle est difficile à quantifier, d'où l'intérêt de définir ce qui est la frontière planétaire. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui de voir, donc là, c'est où est-ce qu'on en est avec les lignes planétaires. Donc, on voit souvent on en dépasse toujours une nouvelle parce qu'on n'a pas réussi forcément à s'améliorer, à part pour la limite planétaire de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, où on a eu des accords internationaux et c'est la seule preuve de coopération internationale où on a pu avoir un impact positif sur la planète. Et donc, pour vous présenter rapidement après ces limites planétaires, on peut les séparer en deux catégories. On a les limites planétaires qui ont un effet donc à l'échelle planétaire, comme le changement climatique qui est la plus connue. Mais on a aussi des limites qu'on appelle planétaires, mais qui ont des seuils à des échelles régionales. Donc, typiquement, ça va être, par exemple, l'utilisation d'eau douce, où on aura différents seuils de dépassement en fonction des régions. Donc, voilà pour la présentation des limites planétaires. Et si j'ai bien lu ta diapo d'avant, en fait, le changement climatique, il disait qu'il ne faudrait pas dépasser 350 ppm, parties par million, et on sait qu'on en est à 420 minimum, donc on a dépassé la limite. Alors, maintenant qu'on comprend ce que sont les limites planétaires, en fait, en quoi ça concerne l'éco-conception, au-delà du fait qu'effectivement, on retrouve certains indicateurs environnementaux, comment on va pouvoir utiliser ces limites planétaires? Alors, nous, au pôle, tout l'intérêt qu'on voit à utiliser ces limites planétaires, parce qu'en tant que tel, donc c'est un concept qui va nous dire si on est plus ou moins bien placé par rapport à notre processus, mais en utilisant ce concept-là, en éco-conception, c'est qu'on arrive à définir ce qu'est un système éco-conçu. Dans le sens où, actuellement, si on veut éco-concevoir, on va se baser sur une référence et on va essayer de faire mieux que cette référence. Donc, chaque entreprise, avec ses problématiques, pourra définir ce qui est un produit éco-conçu par rapport à ses contraintes, par rapport à ce qu'est son produit ou son service. Et avec les lignes planétaires, on sort un peu de ce côté où on va se baser sur la référence, et la référence, ça devient les limites planétaires, en se donnant des objectifs absolus de soutenabilité pour produire, en fait, en respectant les lignes planétaires. Donc ça devient un nouvel objectif qu'on se donne, et l'objectif après, ce serait d'éco-concevoir pour respecter ces limites. Dans l'idée, donc, non pas seulement de faire mieux, mais de rester en dessous, de faire mieux pour rester en dessous des limites planétaires. C'est faire assez bien pour respecter ces limites. Et donc, tel que présenté, on peut se dire, mais les limites planétaires, ok, mais comment est-ce que concrètement je pourrais les utiliser dans un processus d'éco-conception? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes qui ont été développées par les chercheurs qui consistent à opérationnaliser ces limites. Et ces méthodes, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'évaluation absolue de la soutenabilité environnementale. Et en fait, elles consistent à prendre un système, donc ça peut être soit un système produit, entreprise, secteur d'activité, et lui attribuer une part de reste à émettre, une autorisation d'impact sur la Terre, à quoi on va comparer l'impact réel du système. Donc c'est comme ça qu'on pourra juger de si le système est au-dessus de la part qu'elle devrait avoir, ou si elle respecte véritablement les limites planétaires grâce à ces nouvelles méthodes. Donc, ces nouvelles méthodes, nous, au pôle, on a essayé de un peu dégrossir et savoir en quoi ça consistait. Donc, c'est ce qui vous est présenté dans la note de synthèse limites planétaires, où en fait, on vous présente d'abord le cadre des limites planétaires, les méthodes d'évaluation et une étude de cas qu'on a essayé de mener au pôle sur un produit textile pour essayer de voir quelles étaient les possibilités avec cette méthode, et aussi tout ce qui restait à faire pour véritablement allier les lignes planétaires à l'éco-conception. Et du coup, c'est tout le sujet qui nous reste à traiter au pôle. Donc, Vaste sujet. Vaste sujet à traiter. Et nous, dans l'idée, c'est ce qu'on voudrait faire des lignes planétaires, c'est s'en servir pour essayer de nous guider dans les stratégies d'éco-conception, pour essayer de voir quelles stratégies, de juger les stratégies en fonction de si elles respectent ou non les lignes planétaires. Et du coup, c'est tout le projet de recherche qu'on est en train de mener actuellement et
qui chercherait du coup à développer une méthode pour pouvoir catégoriser ces stratégies d'éco-conception selon les lignes planétaires et plus selon si elles réduisent l'impact de la référence. Et donc actuellement, nous on travaille sur une thèse sur 3 ans qui s'orienterait plus sur le secteur textile pour expérimenter cette nouvelle méthode. Du travail en perspective, en espérant que cette thèse, elle est en cours de dépôt, déposée. 2 dossiers de dépôt en cours, on attend les réponses. On attend les réponses, donc en espérant que ça prenne et qu'on puisse vraiment approfondir le sujet. Je crois qu'il y a pas mal d'attentes. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation. On va pas aller plus loin sur le sujet parce que c'est un vaste sujet et on pourrait largement encore en parler. Mais voilà, on va pas aller plus loin pour ce soir. N'hésitez pas, posez-nous des questions. Et puis nous-mêmes, on s'est dit, on a des questions à leur poser. Donc, vous pouvez aller encore une fois sur le même lien ou sur le même QR code si vous passez par le QR code. Et il y a une petite question qu'on vous pose pour avoir une petite idée de comment vous réagissez par rapport à ces limites planétaires. On a droit qu'il y ait une seule réponse. Alors, c'est lequel, ça? C'est une classification, en fait. Vous pouvez mettre un ordre. C'est une hiérarchisation selon ce que vous C'est le plus intéressant comme forme. Non, moi, je suis Ouais, les limites sur, planétaires, moi. Je crois C'est comme ça. Ah, d'accord, non. Ah, ok. Effet technologique. Ouais. Il y a papy, il n'est pas arrivé. Et en parallèle, n'hésitez pas si vous avez une question à nous poser dans la conversation. Il y a un bon taux de réponse. On peut laisser 2 minutes et puis je peux clôturer et qu'on voit un peu les résultats. Alors, je ne vois pas de questions nous arriver. Ce qui est ressorti en premier, c'est la sensibilisation large. En deuxième, l'information technique. En 3, la politique de l'entreprise. En 4, la méthode de calcul. Et autres en 5, avec les différents votes qu'il y a eu. Alors, j'ai une question de comment suivre l'avancée des travaux sur le sujet présenté. Alors, en ce qui concerne le pôle, on vous tiendra informé. De toute façon, il y aura des actualités régulièrement. Et puis, évidemment, en adhérant au pôle, vous aurez les informations en primeur. Une question, quel lien allez-vous établir entre ces travaux de recherche et les approches triple capitaux? Ça te parle des approches triple capitaux? Alors, j'avoue que c'est pas le domaine dans lequel je connais le plus, mais nous, après, le but, c'est vraiment de faire du coup une méthode qui nous est propre, qui serait un peu dans le sens où on voudrait simplifier la ESA, mais sans trop la dénaturer pour qu'elle soit applicable et qu'elle reste pertinente. Donc, c'est plus ça notre but à nous dans le développement de la méthode, en tout cas. Alors, j'ai une personne qui fait remarquer que, à juste titre, qu'il est déjà compliqué de s'auto-évaluer sur le champ de la limite changement climatique via les calculs de gaz à effet de serre dans nos activités, mais l'évaluation des impacts sur les autres limites est très complexe. Existe-t-il des bases de données pour se lancer? Typiquement, du coup, si c'est pour sortir du bilan carbone, pour essayer de s'évaluer sur d'autres critères d'impact, vous avez tout ce qui est les outils d'analyse du cycle de vie avec les différents logiciels et bases de données propres à vos secteurs ou plus génériques pour pouvoir du coup s'évaluer sur plusieurs catégories d'impact. Et du coup, on traite déjà, alors sous des termes différents, et puis les limites planétaires regroupent en fait plusieurs enjeux plusieurs indicateurs environnementaux. Donc c'est vrai que c'est déjà un bon premier pas de commencer par les analyses de cycle de vie. Alors, j'ai pas d'autres questions pour le moment. On va du coup continuer sur. Attends, il y a la salle aussi. Ah bah oui, dans la salle. Donc, la méthode, vous allez l'appliquer au domaine du textile. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui allait être au final générique dans la méthode et qu'est-ce qui allait être propre à ce domaine-là. Est-ce qu'il y a moyen d'identifier des choses vraiment très génériques ou est-ce qu'on on sera dédié à chacun des domaines d'application des filières pour pouvoir identifier?
Alors, ce qui va être propre au secteur textile, c'est qu'on souhaite du coup se baser sur les données du secteur, donc tout ce qui va être des données d'ACV, soit sur le produit ou soit sur le secteur en lui-même. Donc, c'est sur ça qu'on voudrait se baser pour faire nos évaluations absolues de base, on va dire. Et ensuite, ce serait plus propre. On veut d'abord analyser typiquement les stratégies d'éco-conception pour ce secteur-là, pour ensuite pouvoir faire nos analyses absolues. Et si de ces analyses de stratégie, on peut dégager une méthode plus générique où on peut dire pour faire l'évaluation absolue, on a pris un certain type de données d'ACV auquel on a appliqué une certaine méthode de répartition pour les lignes planétaires. Enfin, c'est dans ce sens-là qu'on aimerait aussi, du coup, à la fois avoir le spécifique pour le textile où on aurait des stratégies plus ou moins soutenables qui ressortiraient des travaux et aussi une sorte de mode opératoire qui serait réapplicable ou non avec peut-être d'autres modifications pour d'autres secteurs pour pouvoir après les réappliquer autrement. En fait. D'accord. En tout cas, il y a vraiment l'idée de voir si on peut sortir une méthode cadre qui puisse être redéployée par secteur d'activité ou autre, on ne sait pas encore. On a 3 ans après pour creuser le sujet aussi. Et pourquoi le textile, hein? Peut-être la question qu'on peut se poser, c'est juste parce que il y a une maturité, une envie des acteurs à aller au-delà, puis ils sont challengés par de la réglementation et autres. Et ils ont pas mal avancé sur les données d'inventaire en termes environnementaux. Et donc, on travaille avec un comité de pilotage avec l'ADEME. On sera peut-être pas resté en textile, mais c'est un qui est vraiment identifié comme majeur. C'était ma question. Vous disiez, c'est une attente, et j'allais dire de qui? Parce que, voilà, si il y a des entreprises qui ont déjà levé la main, ou si c'est plus dans l'exercice de réflexion et après de voir justement comment les entreprises peuvent s'en emparer ou pas. Parce qu'effectivement, je rejoins ce que la personne disait. Il y a le carbone, il y a les différents affichages environnementaux qu'on va nous demander sur le textile, sur l'alimentaire chez nous, les planètes score, et enfin, ça sera un peu lié. Ça fait beaucoup. Donc, Et encore un sujet, la fameuse directive pour harmoniser tout ce qui est reporting extra-financier au niveau européen. Et là aussi, ça demande des références, des indicateurs, etc. voilà. C'est toute la journée. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, les responsables RSE font beaucoup de reporting, je pense. Mais ce qui est important, c'est aussi de faire des plans d'action et la CSRD le demande. Tu vas nous l'expliquer, Florian? Oui. Je te laisse à moi. Pas de souci. Donc l'idée, c'est qu'on vous présente nos travaux, ce qu'on souhaite engager, ce qu'on est en train d'engager pour faire une note de synthèse sur la CSRD. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte, pourquoi on en est arrivé là et comment on veut organiser nos travaux. Alors comparé à ce qui a été présenté juste avant, nous on est au début. Donc on a commencé, on a dégrossi le sujet, on s'est donné un plan d'action. On a validé le cadrage et on se met en ordre de marche pour pouvoir sortir cette note de synthèse le plus rapidement possible. Selon moi, pour septembre-octobre, selon mon directeur, avant l'été peut-être. C'est ça. Bon, voilà, on se met en ordre de marche. Donc à côté de ça, il y a Cyprien qui travaille sur le sujet et on consulte les collègues qui entendent ce sujet au quotidien dans les entreprises. Donc voilà, on a chacun un peu des sons de nos côtés, donc on essaie de les partager ensemble. Mais voilà, moi je mène un peu plus ce projet avec Cyprien. Donc le contexte, c'est que de manière générale, il y a déjà des déclarations de performance extra-financière qui existent depuis 2017. La DPEF, qui est une retranscription de ce qui a été défini au niveau européen. Donc la NFRD, je vous ai mis ça juste pour mettre un petit peu de contexte. Donc en 2023, il y a une directive européenne qui est arrivée concernant un plus grand nombre d'entreprises et qui cadrera un peu plus précisément les exigences et qui ira un peu plus loin que ce qui était fait avant. Donc je vais redécrire précisément. Donc c'est ce qu'on appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et donc tu peux passer la slide suivante. Cette directive, elle apporte beaucoup plus de détails sur comment on fait une déclaration de performance extra-financière, en gros, et on change la terminologie derrière, avec dedans beaucoup plus d'entreprises qui rentrent dans les critères,
des entreprises, essentiellement les grands groupes dans un premier temps, mais après, ce sera élargi à un certain nombre de PME selon des critères définis. La grille d'évaluation des entreprises dans laquelle elles vont devoir faire leur reporting, aujourd'hui, cette grille, elle est composée de plus de 1100 indicateurs. On ne s'évaluera pas sur les 1100. Il y aura une méthode de sélection pour définir quels sont les indicateurs adaptés à l'entreprise. Méthode elle-même qui est donnée dans un cadre par des normes, et je reviens juste après. Et derrière, ces reportings seront vérifiés par des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants pour valider que ce qu'a mis en place l'entreprise suit bien le bon format, les objectifs définis selon la bonne manière. En général, on ne vérifie pas non plus dans le détail les objectifs, mais on vérifie plutôt la méthode. Donc voilà, ça fait un changement important auprès des entreprises. Donc, ce qui remonte à nous quand on accompagne sur l'éco-conception, on va dire, au quotidien dans les entreprises. En fait, c'est intéressant parce que ça va permettre d'homogénéiser, standardiser tous ces rapports. Comme on a les rapports financiers qui sont normés, maintenant, on a les rapports extra-financiers qui ont une incidence sur la finance aussi, d'ailleurs. Donc, qui seront normés, qui seront cadrés, donc cadrés avec des normes transversales. Alors là, à l'écran, vous voyez les ESRS 1 et 2 qui sont des normes plutôt générales, transversales, quelle que soit l'entreprise. Elles sont obligatoires et elles donnent plutôt des méthodologies, on va dire, des principes généraux. Ensuite, il y a le volet social, le volet gouvernance et le volet environnemental qui sont même cadrés par des normes. Et à l'intérieur de l'environnement, nous, on va plutôt approfondir ce sujet dans notre note de synthèse. Il y a le SRS 1 sur le climat, le 2 sur la pollution, le 3 sur l'eau et les ressources marines, le 4 la biodiversité et les écosystèmes, et l'utilisation des ressources et économie circulaire pour le 5. Ça fait quand même le lien avec ce qu'on vient de dire juste avant des limites planétaires, c'est-à-dire que dans les reportings, on va avoir des indicateurs qui, en fait, ils sont pas sortis de nulle part, ces indicateurs. Ils ont été définis quand même en accord avec des grosses problématiques à l'échelle planétaire. Donc voilà, juste un dernier truc là-dessus. De manière générale, on va sélectionner les ESRS, c'est-à-dire on va sélectionner les indicateurs, les typologies d'indicateurs sur lesquels on va travailler par une analyse de double matérialité. Donc je l'explique juste après, mais par contre, il y a un indicateur qui est obligatoire, c'est le climat. Obligatoire, sauf si on explique pourquoi on n'est pas concerné par le climat. Je pense que ça risque d'être compliqué de l'expliquer et de le justifier, mais voilà. Donc c'est un principe différent pour le climat. Et donc pour les autres normes derrière lesquelles il y a un certain nombre d'indicateurs, et ben là par contre on va devoir faire une analyse de double matérialité. Donc ça, c'est des choses, aujourd'hui, je vous donne le premier niveau d'explication. Nous, on est en train de plonger dans le sujet, on va rentrer dans les détails, comparer ce qui nous est donné par différents acteurs par rapport à la documentation, par rapport à ce qu'on peut faire réellement et vraiment préciser tout ça. L'idée, l'analyse de double matérialité, et puis Nadège, si tu veux compléter derrière, parce que je travaille aussi sur le sujet, c'est de voir au niveau des impacts, des opportunités, des risques de l'entreprise, quels seront les effets de l'entreprise sur l'environnement ou de l'environnement sur l'entreprise. Et donc, on va regarder selon ces deux flux, quelles sont les différentes parties prenantes. Ça nous permettra d'identifier ces différents flux, d'identifier les différents enjeux, évaluer les impacts en lien avec ces enjeux, de les prioriser et derrière de les intégrer ou non dans le reporting. Donc, on regarde les effets de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un pour identifier si cet ESRS, on va le prendre en compte ou non. Donc, voilà, dans le concept global, une fois que ça c'est dit, il y a encore pas mal de choses à aller creuser. Je peux passer sur la suivante. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est que derrière, on peut se dire que ça ne concerne que les grandes entreprises. Sauf que les grandes entreprises, oui, elles vont devoir faire ce reporting, elles vont devoir aborder cette approche organisme et se structurer autour de cette approche. Mais on a déjà des petites structures qui nous disent notre entreprise, notre client nous a demandé une ACB, par exemple, CSRD compatible ou quelque chose un peu comme ça pour qu'elle-même puisse l'intégrer et s'en servir
pour faire son reporting, c'est-à-dire ce qui est imposé aux gros est répercuté souvent sur les fournisseurs. Donc, du coup, ça n'aura pas un impact que sur les grands et ça va bien être assez large au niveau des entreprises. Donc, dans notre manière de traiter le sujet, on va traiter les entreprises qui sont directement concernées, mais aussi les entreprises qui, par effet rebond, seront concernées et on essayera de voir quelles sont les solutions qui existent pour elles pour travailler avec leurs clients. Et puis, il faut dire que cette analyse de double matérialité, elle a aussi un intérêt. C'est vraiment que les entreprises prennent conscience qu'elles sont dépendantes, elles aussi, de l'environnement, et que leurs activités, leurs résultats économiques et financiers sont aussi dépendants de l'environnement. Donc, pas regarder seulement l'impact qu'elles ont sur l'environnement, mais aussi comment il y aura un retour de bâton et potentiellement. C'est pour ça que je vous avais posé la question, là, c'est la fameuse sécheresse à Taïwan qui limite la production de puces électroniques. Et là, tout le monde y est soumis. Donc voilà, c'est ce genre de réflexion qu'il faut vraiment amener dans les entreprises et qui est intéressante pour soit une grande entreprise, une ETI ou une PME, peu importe. Oui, tu peux passer la suivante. Donc, notre objectif dans cette note de synthèse. Alors, donc c'est un objectif assez général et ensuite je réexpliquerai un petit peu les différentes étapes qu'on va réaliser dans cette note de synthèse. Mais ce qu'on recherche, c'est à voir que si cette CSRD va mener vraiment à une prise en compte pertinente de la performance environnementale. Donc, on ne va pas s'arrêter à se dire, on va regarder juste le reporting. On va se poser la question, c'est est-ce que ça va vraiment challenger les entreprises? Est-ce que ça va être pertinent? Et derrière, mener à des vrais plans d'action opérationnels en lien avec les outils et méthodes d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir, quand on voit ces grandes déclarations de performance extra-financière, quand on discute dans certaines entreprises dans lesquelles on intervient, on voit que dans l'entreprise, c'est souvent un peu siloté. C'est-à-dire qu'en haut, on a l'ancienne DPEF, et en dessous, on a une démarche d'éco-conception, et le lien n'est pas forcément bien fait. Et donc, ce qui est assez général et à l'échelle stratégique de l'entreprise ne se retrouve pas forcément bien dans le niveau opérationnel et dans les activités de tous les métiers. Donc, l'idée, c'est à la fois que ces indicateurs soient pris en compte de manière à améliorer la performance, mais en plus de manière opérationnelle, et donc de faire le lien avec les différents métiers et avec la méthode d'éco-conception qui est notre domaine d'expertise, avec différents outils et puis une méthodologie voilà, qu'on déroule déjà depuis quelques années. Donc, pour arriver à ça, 3 étapes. Alors là, c'est vraiment un condensé de ce qu'on va traiter à l'intérieur de ces différentes étapes pour que vous compreniez le cheminement logique. Dans un premier temps, on va regarder les indicateurs. On va regarder ce qui est imposé par la CSRD, les différents modes de fonctionnement des différentes normes. Donc voilà, c'est plutôt un travail d'étude et de synthèse pour comprendre comment ça va influencer les entreprises. Le lien, on va faire le lien avec la méthode et outils d'éco-conception. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on va regarder quelque chose, on va se dire, est-ce que ça, on en parle en éco-conception? Est-ce que ça, on n'en parle pas? Est-ce que ça sera plutôt à l'échelle d'un bilan carbone? Est-ce que ce sera plutôt autre part? Et après, on va retourner le sujet dans la deuxième partie et on va plutôt regarder les solutions disponibles. Donc, faire un état des lieux des différentes solutions disponibles parce que notre idée, c'est pas de réinventer quelque chose. C'est de se dire, on va regarder, voilà, il y a des acteurs qui proposent déjà des solutions, elles sont peut-être très bien, il y a peut-être des manques, que ce soit opérationnel et pertinent, ce que j'évoquais avant. Donc, on va faire cet état des lieux et essayer de trouver les limites de ce qui est proposé. Pour en arriver à la 3e étape, qui est vraiment notre objectif final et qui fait lien avec celui que j'ai mentionné juste avant, c'est d'analyser cet ensemble et de préconiser des axes, de trouver des axes d'amélioration pour que la CSRD ne soit pas simplement un reporting classique, mais bien une prise en compte pertinente de différents indicateurs et de manière opérationnelle en lien avec les outils et méthodes de la démarche d'éco-conception. De bien lier cet ensemble et de voir notamment s'il y a des freins, s'il n'y a pas des éléments à développer pour compléter, compléter certains manques pour les entreprises actuelles. Il y aura forcément aussi une étape où on questionnera un peu quelques entreprises qu'on a en contact. Ils sont déjà un peu
lancé dans le sujet. Totalement. Merci Florian pour ce détail sur la CSRD et la note de synthèse qu'on veut écrire plus exactement. J'ai vu une question sur qu'est-ce que ce serait une ACV CSRD compatible. Comme vous le voyez, c'est justement le sujet de la note de synthèse. On va creuser ça. En fait, ce que vous avez peut-être pu repérer, c'est que la CSRD demande un reporting qui va être à l'échelle de l'entreprise, qui va être à l'échelle de l'organisme. Et en fait, le travail qu'il va nous falloir faire, là encore, c'est des notions d'échelle, un peu comme pour les limites planétaires. On va passer d'indicateurs de performance et de résultats de performance à l'échelle du produit, du service. Et l'idée, c'est de les remonter à l'échelle de l'entreprise. Que ce soit fait de manière pertinente sans se perdre. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on va avoir justement pour voir comment on fait le lien entre cette méthode et les outils d'éco-conception qui sont à l'échelle du service ou du produit, ou du système, quel qu'il soit, et comment on les remonte à l'échelle de l'entreprise. Et dans les premières réflexions, la CV CSRD compatible, elle n'existe pas dans le sens où elle est peut-être encore limitée vis-à-vis des indicateurs qui sont pris en compte dans la CSRD et qui ne sont pas toujours quantifiés dans une analyse de cycle de vie. Donc voilà, ça veut dire que la réponse d'un fournisseur pourrait être effectivement une ACV, mais peut-être complétée par d'autres choses qui sont prises en compte dans la CSRD. On a cette fois-ci encore une petite question à vous poser avec notre... Oui, donc même exercice que tout à l'heure. Je sais que c'est pas facile la technologie, Samuel, mais j'ai Maïline avec moi, ça. c'est bon. 10 minutes plus attendre. L'animateur a clôturé le sondage. Eh bien, écoutez, vous avez gagné. Alors, l'animateur a fait n'importe quoi. C'est surtout ça. Alors, et l'animateur va se rattraper. 2 petites secondes. J'espère que ça. Oh. Normalement, c'est bon. Ouais. C'est reparti. Donc, vous pouvez répondre. Bravo. Je trouve que j'aurais fait super. J'ai vraiment besoin cet été Formation Klaxoon. Formation Klaxoon, parce que là... Et en parallèle, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat de la réunion Teams. On est quasiment bon là. On a la moitié des répondants. Je regarde juste. En parallèle, tu as une petite réponse rapide pour une question sur la vision à propos de la méthode pour passer de l'ACV à la prise en compte des limites planétaires et comment prendre en compte une dimension systémique qui est nécessaire. Alors, en fait, oui, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que les catégories d'impact en analyse du cycle de vie, elles ne répondent pas forcément aux catégories qu'on a dans les limites planétaires et elles ne sont pas aussi dans les mêmes unités. Mais quand même, on a eu des travaux qui ont été repris par la Commission européenne avec ils ont un centre de recherche qui a créé des facteurs de normalisation sur les catégories d'impact qu'on retrouve dans les ACV pour essayer de en fait traduire les lignes planétaires dans les unités des ACV pour pouvoir faire une normalisation et comparer en théorie donc l'impact qu'on a à à la limite planétaire. Mais c'est pour ça qu'il y a encore des travaux en fait pour pouvoir bien faire se répondre les ACV à ces facteurs de normalisation. Et nous, après, comment on va traiter ce sujet dans la thèse, c'est qu'on va essayer d'adresser aussi les limites qui existent aussi entre ces deux méthodes d'analyse des impacts environnementaux. Merci Mélissa. Et je vois une remarque avec un merci pour la présentation sur la CSRD. Et effectivement, la difficulté sera d'entraîner, d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs, mais c'est vrai pour ce type de démarche, et donc simplifier, clarifier et faire en sorte que ce soit accessible à tous. Ça, c'est sûr qu'il va falloir passer par ces points-là. Est-ce qu'on a nos réponses à notre question? On va clôturer ce webinaire. Oui. Et du coup, il y a une question. Oui. Je dirais 2-3 choses, mais plutôt en conclusion. J'ai l'impression qu'ils ressortent quand même dans l'ordre. Au niveau des votes, ce qui est ressorti en premier, c'est définir les indicateurs. En 2, évaluer les indicateurs. En gros, ils reviennent dans l'ordre.
globalement de ce qu'on avait imaginé nous-mêmes. de ce qu'on avait mis nous-mêmes. Donc, voilà. Établir le plan d'action et déterminer les objectifs. C'est ça. Bien sûr. Et rendre opérationnel le plan d'action. C'est toujours la difficulté. Merci à tous d'avoir participé. Christian qui... Et je laisse le mot de la fin à notre président, à Christian Brodag. Oui, alors je ne veux pas avoir le mot de la fin, mais je voulais accentuer l'intérêt des études qui sont proposées. Il y a des chantiers, le mot systémique a été évoqué, hein, et effectivement, il y a deux, si on veut raisonner finalement en matière systémique, il y a un premier système qui est celui de la chaîne de valeur, et qui maintenant c'est la SSTRD propose effectivement de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, le cycle de vie sur l'ensemble se retrouve. Les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a des liens. Donc, c'est un premier système, finalement, le système produit-service, enfin, les liens qu'il y a entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants, etc. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y en a un deuxième, mais qui n'est pas le champ ici, mais c'est celui du territoire et de l'intégration des limites planétaires au niveau des territoires. Il y a des travaux de normalisation sur ce sujet qui vont démarrer. Donc, je crois qu'on rentre dans un système assez complexe. Et pour finir, il me semble que l'approche, alors vous n'avez pas souligné quand même l'aspect conflictuel au niveau international entre la double et simple matérialité, parce qu'on a une vision américaine et d'un réseau qui ne veulent que la première matérialité, c'est-à-dire les impacts des changements sur l'entreprise et son modèle d'affaires. C'est tout de même une question qu'on s'est posée au niveau du pôle avec le retour économique de l'éco-conception. C'était quand même une problématique qui avait été envisagée sous cet angle-là. Et donc, de l'autre, il y a la deuxième matérialité, c'est l'impact effectivement des activités économiques sur l'environnement. Donc là, il y a un sujet qui est très conflictuel et qui pose évidemment des problèmes de normalisation au niveau international. Donc l'Europe, il faut voir comment ça va pouvoir s'imposer. Et donc de la traduction de ces approches dans les normalisations, je pense normalement aux normalisations ISO. Comme le pôle est impliqué sur la partie cycle de vie, il y a sans doute derrière, et tu posais la question de l'universalité, enfin du moins de la généralité, je pense qu'en ayant la perspective effectivement de s'inscrire dans la normalisation est un moyen aussi de raisonner en général, de développer les partenariats pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment des enjeux importants pour le pôle et puis pour les adhérents du pôle et pour les entreprises de ces deux sujets qui sont émergents et qui posent pas mal de problèmes. Donc, je lirai avec intérêt la note en question. Et bravo pour tout cet engagement. Et puis, les partenariats qui sont établis aussi avec l'École des mines dans cette affaire-là, puisque la thèse sur l'éco-conception, sur les limites planétaires sera encadrée par Natacha Gondran, qui est la spécialiste française quand même aujourd'hui, reconnue donc dans ce domaine des limites planétaires. Voilà, j'en dis pas plus, et merci donc de votre participation et l'engagement des équipes sur ces sujets clés. Et passionnant. C'est pour ça qu'on y va, parce qu'on est passionné et qu'on a envie d'agir. Merci à tous d'avoir participé. Bonne fin de journée. Nous qui sommes en présentiel, on va aller trinquer maintenant. Ouais. C'est ça. À votre santé. Voilà. À la santé de tous, bien sûr. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.